Philippe Descola, comment un anthropologue réagit à tout ça et comment vous qui étudiez la Terre et la civilisation, vous abordez ces questions? Ben, j'ai étudié la Terre avec les rapports à la Terre avec un T minuscule et depuis un moment je commence à m'intéresser à la Terre avec un T majuscule grâce à des gens comme Jean qui m'ont habitué à progressivement prendre un regard, conserver le regard éloigné que j'avais acquis comme anthropologue en étudiant des collectivités extrêmement réduites, et en même temps garder ce regard éloigné pour essayer d'appréhender une situation plus globale. Alors en effet, ça fait une quarantaine d'années que j'étudie les rapports entre humains et non-humains dans des sociétés, disons, non industrielles, avec des expériences ethnographiques en Amazonie. Donc je suis depuis longtemps convaincu que l'anthropisation de la planète est un phénomène qui dure depuis 200 000 ans et que ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Donc j'ai mis un peu de temps avant de prendre conscience de la nouveauté du phénomène que Jean vient de décrire, parce que, pour donner un exemple, en Amazonie, on a longtemps pensé que la forêt amazonienne était le dernier morceau le dernier écosystème vierge, climatique, comme on dit, à la surface de la Terre, alors qu'en réalité, on a réussi à montrer que depuis, c'est des travaux qui datent depuis une vingtaine d'années, que depuis le début de la domestication des plantes dans cette région du monde, il y a à peu près 8000 ans, les techniques, les façons culturales ont fait que la composition floristique de la forêt a profondément changé. Autrement dit, la technique d'horticulture sur le redis a abouti à ce qu'il y ait une aussi grande diversité de végétales, mais avec une composition différente, en ce sens que les plantes utiles à l'homme se sont multipliées, ont été multipliées de façon non consciente d'ailleurs par des techniques culturelles. Autrement dit, la forêt amazonienne est en partie une forêt façonnée par l'activité de l'homme. On peut en dire autant dans des populations même de chasseurs-cueilleurs, je pense à l'Australie, avec les feux de brousse qui ont été utilisés pour la chasse et qui ont des effets qu'on commence à bien comprendre maintenant sur la sélection de certaines végétations qui ont des effets sur l'alimentation des espèces animales, etc. Donc les phénomènes d'anthropisation sont très anciens et au fond, les humains construisent au fil du temps des niches dans un système de coévolution avec des plantes et des animaux qui, au fond, est un phénomène à la fois récurrent et constant depuis très longtemps. Et puis, en écoutant ce que nous disent les climatologues, en écoutant ce que vient de dire Georges Bouzel, j'ai pris conscience qu'on avait on était rentré dans un basculement au cours des dernières décennies, il y a plus longtemps. On va revenir tout à l'heure sur la question de quand est-ce que ce phénomène a commencé. On était rentré dans un basculement, dans un point de non-retour sans doute, qui tient au fait que, au fond, c'est le système même de la Terre qui est compromis. Ce n'est plus des transformations d'écosystèmes, ce ne sont plus des créations d'écosystèmes, y compris par des moyens comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est véritablement le fonctionnement général de la Terre qui est affecté. Et ça, évidemment, ça pose des questions très importantes à des gens qui, comme moi, s'intéressent, les études que je mène depuis longtemps, j'ai appelé ça anthropologie de la nature. Et c'est le nom de titre de ma chaire au Collège de France. Ça veut dire tout simplement que les humains font partie de la nature et de la même façon qu'ils activent des processus et des phénomènes dans la nature, et que par conséquent la distinction entre d'un côté des sociétés et d'autre côté des environnements naturels n'a guère de sens. Et au fond, c'est nous modernes, qui à partir, qui sont de, voilà, on peut pinailler sur les dates, enfin depuis quelques siècles, disons, avons établi cette opposition entre la nature comme l'ensemble des non-humains ayant des lois de développement propre d'un côté, puis de l'autre côté, les humains qui se donnent librement des conventions, des moyens, des techniques, etc., pour exploiter cette totalité qui est extérieure à eux. Ça, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité, et au fond, mon travail comme anthropologue, c'était de comprendre comment fonctionnaient d'autres manières
d'interagir entre humains et non-humains qui ne passait pas par cette grande division conceptuelle entre la nature et la société. Or, la situation présente, en effet, certains scientifiques l'ont définie avec le terme d'anthropocène. Et ce sont Crutzen en particulier, qui est un chimiste, qui a proposé de définir la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entrés sous le nom d'anthropocène, avec cette idée que maintenant les humains sont une force géologique de même nature que les autres forces dites naturelles. Et cette nouvelle ère, qui se traduit notamment par des transformations dans le fonctionnement du climat, pose la question de savoir d'abord quand ça commence. Les géologues sont très attachés à ces questions de trouver des points de départ pour définir les différentes aires géologiques. Donc il y a une commission de stratigraphie qui s'est réunie il n'y a pas longtemps, qui a décidé de différer si on allait ou non appeler cette ère dans laquelle nous sommes rentrés Anthropocène, mais donc il s'agit de savoir quand ça a commencé et de fait quels sont les responsables de cette transformation. Et c'est là que les questions sont intéressantes, parce qu'au fond, l'Anthropocène, c'est un terme met l'accent sur le fait que, comme je le disais, les humains forment partie de l'histoire naturelle et la transforment au fil du temps. Et en même temps, ce n'est pas l'anthropos, ce n'est pas un humain en général qui est à la source de cette transformation, quelque chose qui est particulièrement sensible pour un anthropologue, puisque les sociétés auxquelles les anthropologues s'intéressent, même si elles transforment, comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs écosystèmes, même si elles façonnent d'une certaine façon des écosystèmes, n'ont pas les moyens, et ne l'ont jamais fait, de transformer le climat de la Terre. Donc ce n'est pas l'humain qui est responsable de l'anthropocène, ce n'est pas l'humain qui est responsable du changement climatique, c'est un système. Et c'est un système que les historiens, les anthropologues, les sociologues sont tout à fait capables d'analyser. Et c'est pour ça que la date que l'on choisit pour le démarrage de l'Anthropocène est intéressante, la date que Crutzen avait choisie, même s'il est difficile de fixer un point stratigraphique précis pour le démarrage de cette ère, c'est le perfectionnement de la machine à vapeur par Watts, c'est-à-dire au fond le début de la révolution industrielle. Et pourquoi est-ce que c'est une date intéressante? C'est parce qu'elle se caractérise par le développement sans précédent d'un système qu'on peut appeler de différentes façons. On peut appeler ça capitalisme industriel, on peut appeler ça technocène, on peut appeler ça... moi j'appelle ça naturalisme, c'est la forme moderne du naturalisme, c'est-à-dire un système qui est caractérisé par un certain nombre de choses qui sont très faciles à comprendre. D'une part, c'est la séparation acquise entre nature et société, entre humain et non-humain, c'est-à-dire que ce n'est plus une différence de degré entre les humains et les non-humains, c'est une différence de nature. Toutes les sociétés, évidemment, établissent des différences entre humains et non-humains en choisissant tel ou tel critère. C'est le boulot des anthropologues d'essayer de comprendre ça. Dans certains cas, on va considérer que toutes les formes de vie, par exemple, du fait des atouts biologiques, en somme, des espèces, sont branchées sur des formes d'environnement, qu'elles vivent chacune dans des mondes qui leur sont propres, mais qu'on peut déceler dans toutes les formes de vie, même dans des formes d'existence, dans des êtres qui ne sont pas, qui sont abiotiques, une intention, quelque chose qui recèle comme une sorte de moteur interne. Et ça, ce qui est encore très commun à la surface de la Terre, évidemment contraste complètement avec la façon dont nous définissons ce que j'appelle le naturalisme, les rapports entre, les distinctions entre humains et non-humains, puisque c'est au contraire les humains qui sont conçus comme étant les seuls pourvus d'une intériorité, de la capacité symbolique, du langage,
de la cognition complexe, etc. Et en revanche, les humains font partie d'un ensemble plus général dont ils sont soumis aux lois de la nature, de la physique, de la biologie, de la chimie, etc. Donc on a là deux façons de dissocier ou de distinguer, en tout cas, entre humain et non humain, mais qui ne passent pas du tout par les mêmes voies. Donc je pourrais multiplier les exemples. Partout dans le monde, on fait des différences entre les humains et les éléments de leur environnement, mais ça ne passe pas toujours par les mêmes critères. Avec le naturalisme, on a décidé que la nature était quelque chose d'extérieur, un objet de connaissance, c'est très bien d'ailleurs, on contribue considérablement au développement des sciences positives. Hein. Merleau-Ponty disait ce n'est pas l'accumulation des découvertes scientifiques qui a changé l'idée de nature, c'est parce qu'il y a eu un changement de l'idée de nature que la révolution scientifique s'est produite. C'est-à-dire qu'au fond, c'est parce qu'il y a eu une extériorité des phénomènes que nous appelons naturels que les savants et les ingénieurs, les techniciens, etc., ont pu penser qu'il était possible d'agir sur cette extériorité et d'en comprendre les lois et de la faire produire à notre bénéfice propre d'humain. Donc ça, c'est une première condition de cette grande transformation. La deuxième, évidemment, c'était le passage à l'utilisation des énergies fossiles. Alors, il y a tout un débat chez les économistes, notamment pour comprendre quel a été le rôle de ce passage. Mais globalement, au fond, l'énergie qui était utilisée dans les sociétés agraires et chez les éleveurs, chez les chasseurs-cueilleurs, etc., donc jusqu'à très tard, jusqu'au perfectionnement de la machine à vapeur, c'était l'énergie solaire, c'est-à-dire l'utilisation de la photosynthèse par les plantes de l'énergie. Donc l'énergie stockée dans des organismes vivants qu'on utilisait d'une façon ou d'une autre pour les consommer, pour les faire travailler dans le cas des animaux, etc. La transformation considérable qui a impliqué l'usage et la généralisation des énergies fossiles a été, je crois, le deuxième point. Et à cela, il faut ajouter toute une série de révolutions intellectuelles qui sont le point d'aboutissement probablement de trajets beaucoup plus anciens, mais qui nous conduisent à voir les choses de telle façon qu'il semble très difficile de les transformer ou de les changer. Et donc on peut, et là je pense que c'est l'objet de ce qui va être discuté aujourd'hui, raisonner à court, à moyen et à long terme. À court terme, je pense que des débats vont être menés sur comment on peut agir et comment on peut agir à l'échelle du concert des nations, disons, pour essayer de stopper la course à l'abîme. Quelles solutions techniques peut-on adopter pour assurer la transition énergétique, etc., etc. À moyen terme, c'est à l'échelle de quelques décennies, quel type d'innovation technique peut-on prévoir pour basculer dans des formes d'énergie qui ne soient plus des énergies fossiles. Et la perspective qui est la mienne et qui va vous paraître un peu abstraite sans doute, moi c'est celle de l'anthropologue avec le regard éloigné encore une fois, qui essaye de comprendre en quoi, au fond, c'est nos façons de penser. Quand je dis nos, c'est celles de l'Europe d'abord, qui se sont répandues ensuite dans une grande partie du monde, constituent une condition justement pour cette profonde altération du système Terre que nous avons causée et comment essayer d'aller au-delà. Et alors ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est de considérer que l'histoire n'est pas finie, justement, et que d'une certaine façon, l'histoire humaine de la nature, ou le rôle en tout cas des humains dans cette transformation, peut nous permettre de penser des alternatives extrêmement différentes. Alors il ne s'agit pas de transposer, hein, aucune expérience historique n'est transposable, donc tout ce que les historiens ou les ethnologues ou les anthropologues peuvent étudier n'ont pas de conséquences directes. On ne va pas transposer le mode de vie des Inuits ou des gens avec lesquels j'ai vécu en Amazonie à nos sociétés européennes parce que ça n'est pas possible pour toutes sortes de raisons. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est prendre du recul
par rapport à la façon dont nous concevons des choses toutes simples, comme, au fond, notre rapport aux objets matériels. L'appropriation. Qu'est-ce que c'est que de s'approprier quelque chose? Le rôle dont on parle de plus en plus maintenant, des communs. Qu'est-ce qui doit être commun? Pour qui? Et toutes ces choses, et bien d'autres encore, au fond, ont fait l'objet d'expériences en vraie grandeur, et qui continuent encore à l'heure actuelle dans des régions périphériques par rapport à nous de l'humanité. Et ces expériences en vraie grandeur sont une formidable stimulation pour essayer de dépasser le sentiment d'inéluctabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci. Alors justement, vous avez commencé à aborder